Bonjour à toutes et à tous. On est ravis d'être là, invités par l'association 42L. Donc on représente l'association Exodus Privacy et le but de cette conférence, c'est de vous montrer qui on est, ce qu'on a fait, les résultats de nos travaux. Et nous, on travaille plus sur les questions de vie privée et d'applications Android. Voilà. Donc moi, je m'appelle Métal Pou, je suis présidente de l'asso et c'est déjà pas mal. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Pnu, je suis dans le bureau de l'asso aussi et je bosse sur les sujets techniques principalement. Et donc on va parler du coup de tout ce qui concerne vie privée et téléphone portable et du comportement des applications, notamment des applications Android, des conséquences sur notre vie privée et nous ce qu'on a développé et ce qu'on a découvert. Donc, qui sommes-nous? Donc, on est une association loi 1901, nous ne sommes que des bénévoles. On a fondé l'association en octobre 2017, donc c'est une association relativement récente. Alors, on dit qu'on est un nombre indéfini de personnes parce que, certes, il y a les membres de l'association, mais en fait, autour de nous gravitent vraiment plein de gens qui y contribuent, que ce soit par du code, par du relais sur les réseaux sociaux, enfin voilà, par plein de choses différentes, par la réutilisation de nos outils, ça on pourra en parler un petit peu plus tard. L'association est française, mais c'est un peu le hasard des personnes créatrices de l'association qui a fait que c'est une association française, mais on travaille avec des gens tout autour du monde et on sait qu'on est utilisé aux 4 coins du globe, sachant qu'il n'y a pas de coin au globe. Voilà, et du coup, ce qui est important dans nos modes de fonctionnement, c'est que donc on fait très attention à la légalité de nos actions, parce que vu ce qu'on fait, on n'a pas envie d'avoir un procès sur le dos. Et surtout, ce qui est très important et qui est vraiment, qui fait partie de notre ADN, c'est on fait que de l'open source, du logiciel libre. Donc tout ce qu'on fait est réutilisable à condition d'en respecter la licence. Et tout notre code, etc., en fait, est auditable, modifiable, etc. Et ça, du coup, ça fait vraiment partie des valeurs qu'on défend. Et du coup, notre but, c'est vraiment de sensibiliser les gens aux questions de pistage par le biais des applications de téléphone mobile. Donc, on se destine plus, en fait, au grand public pour pouvoir leur donner des outils de compréhension et de sensibilisation. Mais du coup, notre but, c'est vraiment d'apporter plus de connaissances sur ces sujets-là. Et comment on fait, Pnu? Très bonne question. Pardon. Alors globalement, la principale activité qu'on a, c'est de développer une plateforme qui s'appelle Exodus, qui est une plateforme sur le web, qui est une plateforme d'audit de la vie privée par rapport aux applications Android. C'est un outil de transparence qui permet à tout à chacun de pouvoir vérifier ce qu'il y a dans les applications Android. L'analogie qu'on fait sur notre site, c'est un peu avec l'application, c'est un peu un gâteau. Ouais, le gâteau qui est vraiment très appétissant, et Exodus, ça permet de savoir la recette, donc un peu les ingrédients qu'il y a dans le gâteau qui ne sont pas forcément affichés à première vue. L'application permet d'identifier ce qu'on appelle les pisteurs, on reviendra juste après là-dessus, par la signature de code, on reviendra aussi là-dessus. Et un point important, c'est qu'on fait de l'analyse statique des applications. Donc juste pour préciser, ça veut dire qu'on ne va pas exécuter les applications Android, on va juste regarder, on ne regarde pas dans le code parce qu'on n'a pas le droit, on regarde juste en fait les fonctions qui sont utilisées dans l'application, mais on ne va pas les exécuter. Ça permet d'avoir une plateforme qui va beaucoup plus facilement à l'échelle, parce qu'on peut récupérer les applications du Google Store. Ça permet de faire des analyses qui sont beaucoup plus rapides. Si vous allez sur le site, vous cherchez une application, si elle n'est pas analysée, vous l'avez analysée en 30 secondes, 1 minute peut-être. Donc c'est que des analyses statiques. On ne va jamais exécuter, regarder ce qui se passe, ce genre de choses. Alors ça, c'est une vision de la plateforme Exodus, donc avec le rapport de l'application Météo France, qui est un exemple là toujours assez intéressant. Donc vous pouvez voir qu'il y a 21 pisteurs et 12 permissions. Donc c'est globalement ce que la plateforme va vous présenter. Le nombre de pisteurs, quels sont ces pisteurs, le nombre de permissions, quelles sont ces permissions, ce qu'elles permettent de faire, et quelques informations sur la version, parce que les informations peuvent varier d'une version à une autre, qui a créé l'application, son nombre de téléchargements, etc. etc. Donc là, c'est juste un aperçu, parce qu'on peut bien entendu descendre sur la page
Ça tient pas en une seule page. Et qu'est-ce qu'un pisteur donc? Globalement, pour faire simple, un pisteur, c'est une partie du logiciel, donc une partie de l'application Android dans ce cas-là, qui est destinée à collecter des données, soit sur vous, soit sur vos usages. Ça peut être à plein de fins différentes, soit pour analyser votre comportement sur l'application, soit pour vous donner des publicités plus pertinentes, ce genre de choses. Donc il y a des pisteurs que vous pouvez potentiellement déjà connaître, du Google Analytics, Facebook Ads, Facebook Places, Facebook Login, etc. Il y a des choses un peu moins connues. Il y a pas mal de pisteurs français qu'on ne connaît pas forcément, du Timo, Criteo, ce genre de choses. Voilà, ça c'est peut-être un peu moins évident. Concrètement, un pisteur, hein, c'est très parfait. Un pisteur dans l'application, ça ressemble à ça. Vous avez son nom, le nombre d'applications dans lesquelles il est détecté. Là, on a un peu triché parce que sur la copie d'écran, c'est un pisteur où il y a beaucoup d'informations. Ce n'est pas le cas de tous. C'est une activité qui est assez difficile en fait, de traquer les pisteurs, de savoir d'où les pisteurs viennent, d'avoir plein d'informations à leur sujet. Là, c'est des rapports qui sont assez fournis parce que c'est fait en partenariat avec l'université de Yale et leur Privacy Lab qui nous permet d'avoir ces rapports assez détaillés, mais on peut avoir des rapports autant détaillés que ça et on peut avoir des rapports où il y a juste un mot. Donc c'est assez, c'est assez variable. Sur certains rapports, donc sur tous les rapports, pardon, vous pouvez voir le nombre d'applications dans lesquelles c'est détecté. Vous avez la liste en bas et vous pouvez aller sur le site du pisteur pour savoir plus concrètement ce que le pisteur fait ou pour voir tous les avantages marketing merveilleux du pisteur. Pour rentrer un peu plus dans le détail sur comment on le détecte, donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est que de l'analyse statique. Concrètement, ce qu'on va faire, on n'a pas le droit de décompiler l'application. Décompiler, ça veut dire donc récupérer le source code original depuis l'application. Ça, c'est interdit. Ou alors, il faut avoir un statut de chercheur en France. Sans rentrer dans le détail de la législation, mais concrètement, on n'a pas le droit de le faire à l'échelle, en tout cas. Donc, ce qu'on fait, c'est juste, on peut récupérer les classes qui sont utilisées dans l'application. Et nous, derrière, on a une liste de classes qu'on appelle les signatures, qui correspondent à soit Facebook Ads, Google Analytics, etc., etc., etc. Et tout simplement, on fait un matching. Et on a un schéma juste après pour le montrer, mais tout simplement, c'est si la classe est inclue dans le code, dans l'application, pardon, on considère que le tracker est intégré. C'est une notion un peu importante à souligner. Concrètement, on ne va pas pouvoir savoir si le tracker est actif dans l'application. Vu qu'on n'exécute pas l'application, on va juste pouvoir vous dire est-ce que le code est présent. Donc il y a des cas où le code est présent mais il est désactivé. Il peut être désactivable. Il y a plein de notions un peu plus fines. Nous, on n'a pas la possibilité de le savoir, juste avec une analyse rapide. Mais par contre, ça nous donne aussi la possibilité de dire et d'affirmer, en fait, d'être sûr à 100% que le code du tracker est dans l'application. Après, qu'est-ce qu'il en est fait, c'est un autre débat. Qu'est-ce qu'on utilise pour la plateforme Exodus? Juste pour citer quelques outils. Un outil qui s'appelle JPlayCLI qui permet en fait de télécharger l'application directement depuis le Google Play Store. Actuellement, on supporte juste le Google Play Store pour récupérer les applications. Donc quand vous allez sur le site, vous pouvez donner le nom, soit le lien du Play Store, soit l'identifiant de l'application. Et la plateforme va télécharger automatiquement. On utilise AndroGuard qui permet de récupérer les permissions, les certificats et ce genre de choses. Et enfin, DexDump qui est un outil de Google qui permet justement de récupérer la liste des classes depuis l'APK. Quand l'APK, c'est l'exécutable en fait, de l'application, ça correspond au binaire de l'application. Donc ça, c'est le schéma dont je parlais juste avant. Ça, c'est juste pour montrer de manière un peu plus schématique le fonctionnement. Donc on récupère l'APK, on récupère derrière la liste des classes Java avec DexDump, et après, tout simplement, on a une liste de règles, on fait un matching tout bête, et ça nous sort la liste des pisteurs qui sont intégrés à l'application. Donc on a un exemple juste après. Pour être un peu plus parlant, donc avec Amazon Ads. Donc là, de par nos recherches ou par les recherches de la communauté qui nous permettent d'avoir la liste des signatures, ce qu'on appelle les signatures, on dit que Amazon Ads, la signature, c'est com.amazon.device.ads. On récupère la liste des classes de l'application, et si on voit que com.device.ads, etc. .ads est inclus, on peut directement dire que le code est intégré dans l'application. C'est aussi simple que ça. Et on fait ça avec 260 trackers et quelques milliers d'applications.
Alors du coup, nos outils, donc PNU a pas mal parlé donc, de la plateforme Exodus, qui est vraiment notre outil central et le premier sur lequel on a travaillé, donc qui permet en fait d'analyser les applications. On a fait un gros travail là depuis 1 an avec une designeuse UX sur justement l'UX de la plateforme, parce qu'avant elle était un peu brute de décoffrage, c'est-à-dire qu'il y avait bien tous les éléments, mais en fait pour quelqu'un qui n'y connaissait pas grand-chose, ça faisait beaucoup d'infos et des infos qui touchaient pas forcément la personne, puisque en général ce qui l'intéresse c'est de savoir le nombre de pisteurs et éventuellement le nombre de permissions, mais de savoir le code signature, de savoir qui a fait l'application, etc. C'est des choses qui l'intéressent pas forcément. Et puis, par cette amélioration du coup de l'UX, on a créé des nouvelles pages qu'on pourra vous montrer. Justement, des pages plus pédagogiques qui répondent à la question qui nous était souvent posée. Une fois qu'on a vu que dans telle application qu'on utilise, il y a 30 pisteurs, par exemple, bah, qu'est-ce qu'on fait? On est bien content avec cette information, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait si on désinstalle l'appli? Est-ce qu'il y a des outils pour nous protéger? Comment on fait, etc. Et du coup, on a fait des pages pédagogiques qui s'appellent What's Next, je ne sais plus comment elles s'appellent en français, et maintenant, voilà, et qu'on pourra vous montrer. Voilà. On a d'autres outils qui ont été créés, et notamment une application Android, donc, qui a été créée par Shumi, qui est développeur Android, et qui fait partie de la communauté Exodus Privacy. Et en fait, le principe de l'application, c'est que vous pouvez l'installer sur votre téléphone, donc téléphone Android, à partir de F-Droid ou du Google Play Store. Et en fait, ça va vous montrer ce que vous avez sur votre téléphone. Ça va analyser, en fait, ça va regarder les applications installées sur votre téléphone et ça va lister en face justement le nombre de pisteurs, le nombre d'autorisations. Et en fait, on sait par expérience que c'est un super outil justement quand on fait des actions de sensibilisation du grand public, parce que la plateforme, bah, du coup, il faut chercher une application en particulier. Voilà, on est face au rapport, des fois on ne sait pas trop quoi en faire, alors que l'application, bah, du coup, c'est adapté à vos usages à vous, c'est-à-dire vous l'installez et puis en fait, ça vous fait votre propre diagnostic. Et du coup, c'est plutôt intéressant. Et là, pareil, on a un travail en cours sur l'amélioration de l'UX de l'application, qui est fait aussi avec la designeuse qui s'appelle Maïtane Lenoir, qui utilise le pseudo de Maïwan et qui travaille notamment pas mal avec Framasoft, si vous connaissez. Dans les autres outils qu'on a mis en place, on a un outil qui est un peu moins à destination du grand public. C'est un outil qui va être utile si vous avez une application sur votre machine en local, soit parce que vous la développez vous-même, soit parce que vous l'avez récupéré sur un store, vous l'avez téléchargé. Il faut savoir qu'on a des limitations sur Exodus vu qu'on télécharge depuis le Play Store. Si l'application est payante, on ne peut pas la récupérer. Si l'application a des restrictions géographiques, ce qui arrive ce qui arrive régulièrement, vous n'allez pas pouvoir la télécharger non plus. Donc là, si vous avez arrivé par un autre moyen à récupérer l'application sur votre machine, vous pouvez exécuter un programme sur votre machine pour avoir grosso modo les mêmes informations, juste que c'est un rapport beaucoup plus brut parce que c'est juste un rapport texte. Mais ça a différents cas d'usage. Par exemple, on parlait de F-Droid juste avant. Donc F-Droid, c'est un store mais qui a que des applications libres et open source. Et chez F-Droid, les personnes vont faire attention aux applications qu'ils vont mettre dans leur store. Et entre autres, ces personnes regardent s'il y a des trackers, s'il y a ce genre de choses. Et ils utilisent ce genre d'outils pour directement regarder ce qu'on leur soumet comme nouvelles applications, voir s'il y a des choses pas très nettes dedans, et derrière, soit ne pas complètement la refuser, soit l'indiquer au grand public quand vous téléchargez les applications. Petite note récente maintenant. Avant, c'était un petit peu compliqué parce qu'il fallait installer Dexdump sur votre machine pour pouvoir utiliser l'outil, ce qui n'est pas toujours trivial. Maintenant, si vous avez Docker, ça marche tout seul. Vous avez juste besoin de Docker et ça récupère tout et ça fait le scan pour vous et ça vous envoie le résultat. Exodify, un autre outil, toujours pas développé par nous, qui est développé par Valère, c'est ça. C'est une extension de navigateur que vous pouvez récupérer soit sur Firefox, soit sur Chrome ou Chromium. Et l'intérêt de cette extension, c'est qu'elle va s'intégrer au Google Play Store directement quand vous allez sur le site web du Play Store. Et elle va rajouter le nombre de pisteurs sur chaque application directement dans l'interface. Donc, juste après. Ouais. Donc ça, c'est un exemple. Donc là, quand vous pensez à une recherche du mot banque, par exemple, vous pouvez directement voir toutes les applications et en haut à gauche, le nombre de trackers.
Ça peut être pratique si vous cherchez à télécharger une nouvelle application, vous ne savez pas laquelle prendre. Là, vous pouvez utiliser la recherche du Play Store, vous pouvez aller dans les catégories aussi, ce genre de choses. Sachant que quand il y a un unknown et que l'application n'est pas encore connue par Exodus, ça vous fait un lien normalement qui permet de la soumettre directement. Donc, ça peut être assez pratique suivant votre cas. L'intérêt que je vois principalement par rapport à l'application Android dont on parlait tout à l'heure, c'est que l'application, vous avez obligation en fait d'installer l'application sur votre téléphone. Si vous voulez voir par exemple le nombre de pisteurs dans Facebook depuis votre téléphone, vous allez devoir installer Facebook d'abord pour voir le nombre de pisteurs. Là, vous pouvez voir avant d'installer l'application, qui peut être pratique parfois. Du coup, on a un autre outil sur lequel on n'avait pas forcément beaucoup communiqué jusqu'à présent et qui pourtant est hyper important. C'est notre outil qu'on appelle eTip, et en fait, qui est une plateforme qui nous sert justement à détecter les nouveaux trackers, les nouveaux pisteurs. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est une plateforme donc, qui est accessible sur un lien. Et en fait, il y a des gens de la communauté en fait, qui peuvent, quand ils font des analyses, etc., voir « Ah bah tiens, je vois une signature de pisteur un truc bizarre qui pourrait être un pisteur qui n'est pas encore détecté par Exodus Privacy. » Donc en fait, ils l'inscrivent dans cette plateforme-là. Puis après, nous, en fait, on fait des analyses pour vérifier que c'est bien un pisteur. Et puis en fait, après, si on considère que c'est bien un pisteur, on l'intègre à notre base de données. Et en fait, c'est comme ça que régulièrement, on augmente le nombre de pisteurs. Donc là, actuellement, il y en a 260 qu'on détecte. Et en fait, on avait commencé en 2017 avec une trentaine. Donc petit à petit, on augmente. Et du coup, on a fait un billet de blog sur justement comment fonctionne ETIP de façon plus précise, qui s'appelle Piston les pisteurs, je crois. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller le voir. Et du coup, je précise, alors, dans l'équipe, on a des compétences hyper différentes. Moi, je ne suis pas du tout technique. Et pourtant, je participe à ETIP. Donc, en fait, il n'y a pas forcément besoin de compétences techniques au départ. Notamment pour vérifier toutes les infos sur les pisteurs, aller sur le site web, des fois aller sur le site web en chinois, qui ne sont pas toujours traduits en anglais. Voilà, donc du coup, c'est vrai que c'est un outil assez important. Et du coup, nos résultats. Alors, comme Metalpoo disait, l'association a été créée en octobre 2017, la plateforme est sortie en novembre, je crois. Donc au total, on a donc 260 pisteurs. On a analysé 64 000 applications et je pense qu'on est à 110 000 rapports. On n'était pas encore à 110 000 hier, on était à 109 000 et quelques. Je pense qu'on est à 110 000 maintenant. Faut savoir qu'en fait, la plateforme Exodus ne va pas analyser les applications par elles-mêmes. C'est seulement si les personnes vont dessus et demandent une nouvelle analyse. Donc on ne va pas automatiquement télécharger le top des applications les plus utilisées. C'est les gens qui l'utilisent qui en fait l'auto-alimentent au fur et à mesure. Donc c'est comme ça qu'on a atteint ces chiffres-là. Donc c'est la principale branche de nos résultats. On a d'autres activités aussi. Donc on fait des conférences comme celle-ci et on donne aussi des conseils soit aux développeurs, soit aux entreprises pour tout ce qui est respect de la vie privée. On a fait quelques analyses plus poussées. Donc là, analyse dynamique de certaines applications. Metalpoo en parlera un peu plus parce qu'elle en a fait quelques-unes. Pour les applications comme Deliveroo Rider ou Baby+. On donne aussi régulièrement des données et des statistiques aux journalistes qui en ont besoin pour faire des articles. Une information importante, on a une API REST. Donc en fait, on a une API pour Exodus qui permet de récupérer les données de manière programmatique pour, par exemple, intégrer les données d'Exodus à une autre application, à un autre système. Je pense par exemple à l'application Aurora, qui est un store alternatif. Donc c'est un store qui permet de télécharger des applications du Google Play Store, mais sans forcément passer par le Google Play Store et du coup sans forcément avoir un compte Google, ce genre de choses. Aurora appelle notre API aussi pour récupérer les résultats et donc dans la page de chaque application, vous avez directement les pisteurs affichés. Donc c'est via cette API qu'on fournit gratuitement aussi. Tout est ouvert. Sachant qu'on demande juste une clé, mais c'est juste pour savoir un peu qui utilise nos données et qu'est-ce qu'ils en font, parce que ça nous permet déjà de savoir par curiosité à quoi nos données sont utilisées, et aussi si on a besoin de contacter ces personnes, ça nous permet d'avoir une liste.
Et enfin, on a fait quelques vidéos pédagogiques pour expliquer les pisteurs, les permissions, ce genre de choses. Elles sont en lien sur notre plateforme aussi, dans les pages pédagogiques qu'on vous présentera après. Et un dernier rappel, donc effectivement, tout est libre et ouvert, donc c'est-à-dire que même ces slides d'ailleurs, si vous voulez récupérer les sources, les modifier, les améliorer, suggérer des améliorations, identifier des problèmes, tout est sur GitHub parce que c'est plus simple d'accès pour tout le monde. Et donc ça permet à chacun et chacune de nous aider concrètement et de contribuer à nos résultats. Oui, et du coup, pour rebondir sur cette histoire de tout est libre, y compris par exemple nos vidéos, elles sont publiées sous licence Creative Commons. Et du coup, c'est une licence, c'est genre juste faut citer la paternité, c'est tout. Et donc, comme Pnu l'a dit, on a fait quelques analyses dynamiques en fait avec un outil qui s'appelle le Pirog, en fait, qui est un outil libre aussi, qui a été développé par une équipe qui développe un projet qui s'appelle Piranalysis et qui est vraiment centré sur justement les analyses dynamiques d'applications. Donc on s'amuse à l'utiliser régulièrement pour faire des analyses plus poussées. C'est assez complémentaire de la plateforme qui dit en fait les pisteurs embarqués. En fait, l'analyse dynamique, c'est vraiment le principe. En fait, on regarde concrètement en utilisant sur un téléphone de test une application, ce qui sort réellement, quelles données partent. Donc après, c'est quelque chose qui est lié à un modèle de téléphone, à un instant T, etc. Donc qu'à moins ce côté reproductible qu'à notre plateforme. Mais du coup, dans les exemples qu'on aime bien citer, il y a Baby Plus, et on pourra faire des tests d'ailleurs tout à l'heure, parce que du coup, il y a un atelier un peu plus tard dans l'après-midi, et du coup, on va vous présenter plus en détail justement cet outil Pirog. Et donc, si on revient à Baby Plus, donc pour vous expliquer, en fait, c'est une application de suivi de grossesse et à la suite de la naissance de l'enfant, de suivi des premiers mois de l'enfant. Et en fait, là, donc, c'est vraiment une capture d'écran de données qui partent donc à... on voit le destinataire, donc c'est graph.facebook.com. Et en fait, quelles infos sont envoyées? C'est est-ce que l'enfant est allaité? Non. Le nom de l'enfant, son genre. Et il y a même, je crois, le fait que c'est la mère qui envoie, qui est inscrite sur Baby Plus et qui envoie l'information. Le fait que ce soit un custom app events, ça veut dire que ça a été mis délibérément par la personne qui a créé l'application. Donc ça veut dire que délibérément, elle souhaitait collecter ces données-là et les envoyer à Facebook. Et ça veut dire concrètement en fait, que cet enfant qui a potentiellement 48 heures de vie, en fait, il a déjà une existence pour Facebook. Je connais bien donner cet exemple-là. Alors là, c'est les statistiques de la plateforme. Alors, c'est absolument pas lisible sur le vert, très bien. Qui était pas forcément à jour, mais l'idée est toujours la même, de toute façon, sur 60 000 applications. C'est toujours assez intéressant de regarder ça. Bon, pas de surprise. Le top 6, c'est Google. Après, il y a beaucoup de Facebook. Il y a Fleury qu'on voit qui est Yahoo, il y a du Twitter, etc. Donc, effectivement, dans la majorité des applications qu'on va scanner, il y a du Google. Le vrai problème, en fait, c'est le tout premier Google Firebase Analytics, qui est dans 44% des applications. Ça s'explique par le fait que Google a mis ensemble le package qui permettait de faire des notifications. C'est quand même plutôt pratique pour une application Android, et le package qui fait de l'analytics. Du coup, pour les personnes qui développent des applications qui veulent faire les notifications sur sur Android, pardon, elles vont en général prendre ce package-là, et du coup, ça intègre le tout. Et donc, on a un risque de, si c'est mal configuré, je ne sais pas si par défaut, ça envoie de l'analytics, j'ai un petit doute, mais en tout cas, on ne peut pas savoir si c'est activé ou pas. Pour info, il y a un article assez intéressant qui a été fait par Tutanota, qui est une application un service de mail allemand, qui ont fait un article assez long sur comment les personnes de Tutanota ont fait en sorte de ne pas utiliser Google Firebase et de reprendre, je crois qu'ils ont refait leur propre système de notification, justement pour être intégré à F-Droid, parce qu'F-Droid, sinon, les embêtait avec ça. C'est intéressant. Mais effectivement, voilà, donc ça c'est celui qu'on trouve un peu partout. Après,
Après, pour le reste, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de surprises. Il y a beaucoup de Facebook login parce que ça permet de se connecter avec Facebook. Forcément, dans l'application, c'est assez une praticité pour les personnes qui développent les applications. Souvent, les trackers qui sont les applications, les personnes qui les développent, soit ne sont pas forcément au courant, soit elles ont juste fait ça par commodité. Donc c'est vrai que c'est aussi intéressant de montrer ça à tout le monde, que ça permet éventuellement aux gens de remonter l'information aux personnes qui développent les applications, à leur dire pourquoi il y a du Facebook dans mon application d'allaitement, par exemple, ce genre de choses. Et après, on a, je pense, un certain nombre d'exemples assez intéressants où les trackers derrière ont été retirés, parce que une fois que ça c'est un peu plus compliqué à garder. La page est disponible sur le site. Le problème, c'est qu'actuellement, ça marche très très mal. Ça met 2-3 minutes à charger. Mais vous pouvez la voir sur le site à jour, cette page-là, dans statistiques. Oui, donc on a été pas mal sollicité dès les débuts de l'association par des journalistes. Parce que c'est vrai que c'est un sujet dont on parle pas mal et puis qu'on a développé une expertise sur le sujet. Donc on a sur notre site une sélection en fait d'articles de presse, de vidéos où on a été justement interviewé ou alors où nos travaux ont été utilisés. Donc, c'est pas que de la presse française, il y a aussi de la presse anglo-saxonne, la presse allemande, etc. Et puis, on est passé... on a parlé de nous dans Le Monde, beaucoup dans Next Impact, Numérama. On est passé sur une émission de France 2, où on n'était pas cité, mais pourtant on nous voyait. Et puis, plus récemment, on parlait des analyses dynamiques. On en a fait une pour le Média TV, qui avait fait toute une émission autour des coursiers à vélo, et qui nous avait demandé d'analyser en fait l'application Deliveroo Rider. Donc c'est l'application qui est vraiment destinée aux coursiers à vélo. Et du coup là, avec des notions de droit du travail, de être pisté, y compris quand on est en pause, etc. Et du coup la vidéo, vous avez le lien sur notre site dans la page presse si vous avez envie de la regarder. C'est un reportage d'1 heure, alors qui est beaucoup plus large que sur la question des données, qui est vraiment sur la question des coursiers à vélo et justement en gros leur exploitation. Et c'est assez intéressant. Et du coup, on nous voit faire l'analyse. Voilà, Mediapart, le Canard enchaîné, enfin, voilà, pas mal de choses, quoi. Et du coup, on a pas mal d'outils de communication. Donc sur leur site, on écrit des articles de temps en temps. Je crois que le dernier date de novembre, donc c'est pas si fréquent que ça. Mais soit vous allez sur le site, soit vous allez sur news.exodusprivacy.eu.org. On écrit des articles de temps en temps, on écrit des articles pour expliquer ETIP, ETIP. À l'occasion de l'anniversaire de la plateforme, on écrit un article en général. Voilà, ça permet un peu de nous faire connaître, d'expliquer 2-3 choses qu'on ne prend pas forcément le temps d'expliquer à part ça. Pour nous rendre visibles, on a aussi donc une chaîne PeerTube et YouTube où on a principalement, je pense, les vidéos pédagogiques dont on parlait tout à l'heure, qui sont aussi trouvables sur notre site. Bien entendu, on a les comptes sur les réseaux sociaux, Mastodon, Twitter et Facebook. Il y a un FAQ qui répond à la question pourquoi vous avez un compte sur Facebook sur notre site, si vous voulez. On a les stickers, on a des stickers sur la table à l'entrée si ça vous intéresse. N'hésitez pas. Et on vient en général, quand on nous invite comme ça, on vient pour discuter de ces sujets-là. Voilà. Du coup, dans nos projets, qu'est-ce qu'on a alors bien sûr, il y a toujours le travail sans fin de maintenir la plateforme, de l'améliorer, d'améliorer nos outils, d'améliorer l'application. Là, je vous ai parlé tout à l'heure du coup de l'amélioration de l'UX de l'application. On aimerait aussi créer plus de contenu pédagogique. C'est vrai que donc on a créé 3 vidéos et là, ça doit faire 1 an qu'on n'en a pas créé. Aussi parce que en fait, on a des ressources limitées en temps, puisque comme j'expliquais tout à l'heure, on est toutes et tous bénévoles et puis on a plein de choses à faire. Mais au-delà des vidéos, en fait, on aimerait bien faire plus d'outils pédagogiques, donc continuer à animer nos réseaux sociaux. Sachant que sur la page Facebook, on n'a pas forcément le même usage que sur la page Twitter et sur la page Mastodon, parce que ce n'est pas vraiment les mêmes personnes qui sont dessus. On aimerait beaucoup développer le travail de traduction, que ce soit de notre site, de notre plateforme,
des vidéos. Voilà, les vidéos, il y a pas mal de sous-titres dans des langues différentes. Et pour ça, normalement, on est en train de travailler sur la mise en place d'une plateforme qui permette de traduire en fait la plateforme Exodus de façon facile, parce que en fait, parmi les traducteurs et traductrices, ceux qui maîtrisent GitHub sont assez rares, et que du coup c'est un vrai frein en fait à la contribution de renvoyer vers GitHub pour des personnes non techniques. Et puis bien sûr, nous on est toujours à la recherche de personnes motivées pour nous rejoindre, alors que ce soit sur le long terme dans l'association, au niveau du fonctionnement de l'association, mais ça peut être aussi ponctuel sur un coup de main, sur des petites issues techniques. On avait fait à l'occasion de Hacktoberfest, en fait on avait pointé certaines issues sur notre GitHub qui étaient des issues relativement accessible et qui ne demandait pas forcément énormément de temps, et on a eu pas mal de contributions. Donc ça peut être juste un one-shot une fois. Et puis bien sûr, on est à l'écoute de vos idées. Pas très grave. Et du coup, voilà, dans les choses dont on a besoin, donc forcément, on a besoin de bénévoles, d'aide en temps, en contribution. On a aussi un peu, on sollicite aussi les dons parce qu'on a besoin d'argent, par exemple pour se déplacer pour aller faire des conférences ou pour faire des projets comme le projet UX sur lequel en fait on a rémunéré la personne. Vous pouvez acheter de magnifiques t-shirts. On a une boutique Spreadshirt avec de magnifiques vêtements. Et puis voilà. Et puis plus spécifiquement sur les contributions techniques, du coup je vais te laisser. Ouais, effectivement, pour le coup, on a une page qui est plutôt bien détaillée, qui précise toutes les manières de contribuer à l'association en général. Non. C'est parfait, c'est bon. Comme Metalpool le disait, il y a plein de manières de contribuer. On peut avoir juste des gens qui viennent nous aider pour faire une traduction de temps en temps. On peut avoir des contributions techniques. On a beaucoup d'outils techniques avec des technologies différentes, que ce soit le site internet, l'application Android, ce genre de choses. On pourrait, je pense, avoir besoin aussi des gens pour venir nous aider pour écrire des articles, pour les traduire, pour faire des contenus pédagogiques, etc. Comme on le disait tout à l'heure, tout est sur GitHub. C'est assez accessible. Normalement, on fait en sorte que les idées d'amélioration ou les bugs, ce genre de choses, soient assez bien identifiées pour que les personnes qui veulent nous aider puissent le faire de la manière la plus simple possible. Comme on l'a vu en octobre, au final, ça s'est plutôt bien passé. Si on pouvait avoir ce mois-là toute l'année, ça serait chouette. Voilà, parce qu'on n'est pas très nombreux, on a beaucoup de choses à faire, on a toujours plein d'idées. Donc voilà. On peut passer à la slide d'après, je pense. Et juste pour dire qu'au final, effectivement, donc on a besoin d'argent. L'avantage, c'est que on a une société, la société Gandhi nous héberge gratuitement. Donc la plateforme Exodus, on n'a pas de coût de fonctionnement concrètement. Et Octopus nous donne aussi des machines pour les backups. Donc de ce côté-là, on n'a pas de dépenses. C'est pour ça qu'on a globalement très peu de revenus. Mais en sens, ça tourne. Ouais. Et du coup, on a un réseau d'alliés, partenaires et de gens qui nous aident. Donc, PNU a déjà cité Gandhi et Octopus. Code Lutin, par exemple, c'est une entreprise qui travaille autour du logiciel libre dans la région nantaise et en fait qui a proposé 10 000 € de mécénat l'été dernier pour des projets libres et donc en fait qui a financé en grande partie l'amélioration de l'UX de notre plateforme, ce qui nous permet de rémunérer du coup un développeur Android et du coup une UX designeuse pour ça. Codeur en Liberté, c'est pareil, nous avait donné de l'argent à notre lancement. Donc Codeur en Liberté, c'est une coopérative de personnes qui travaillent dans l'informatique, qui sont assez proches de l'économie sociale et solidaire, qui essayent de mettre en rapport en fait leur travail dans l'informatique et puis des valeurs éthiques. Et c'est assez chouette de les écouter parler sur comment ils essayent de construire des outils autour de ça. Framasoft, que vous connaissez peut-être, j'imagine, qui est une association qui fait pas mal de valorisation, qui développe des outils libres au départ pour proposer des alternatives à Google et qui globalement est un peu la tête de réseau en France sur justement l'essaimage autour du libre. Et c'est vrai qu'on est... on va dire qu'on est ensemble dans les mêmes réseaux. Et là, prochainement, ils vont nous aider parce qu'on va essayer de construire une campagne de dons. Mais en fait, on ne sait pas comment faire parce qu'on n'a personne dans l'association qui maîtrise la com. Donc, ils vont nous aider en fait, à mieux construire notre communication.
la Quadrature du Net, avec qui voilà, on est un peu dans les mêmes réseaux et qui nous renvoie souvent des demandes de journalistes qui vont vers la Quadrature du Net sur des questions de vie privée, en fait, qui nous les renvoient. Le Yale Privacy Lab, donc, à l'université de Yale, en fait, le laboratoire qui travaille autour de la sécurité et qui utilise nos outils, en fait, pour leurs cours. Et puis, alors bien sûr, hyper important, comme on en a parlé depuis le début, voilà, on a une communauté autour de nous qui est vraiment hyper chouette, hyper dynamique. Enfin, moi, je me souviens encore une fois, on avait un article à traduire du français à l'anglais. Et en fait, on avait fait un pad, on avait envoyé le lien sur Twitter en disant « à l'aide, on en a besoin ». En 2 heures, il était traduit, quoi. Et c'est assez formidable. Du coup, on va pouvoir faire un tour sur la plateforme. Je ne sais pas quel est le plus simple. Donc, quand vous allez sur la page d'accueil, vous pouvez directement chercher une application. Non, ça ne marche pas trop mal maintenant. Comme tu veux, ça devrait marcher dans tous les cas. Non, pas ça par contre, ça ne marchera pas. Météo France. Si tu cherches WhatsApp, par exemple, donc vous avez les résultats. Quand vous ouvrez l'application, donc là, vous avez le rapport plus détaillé. Il y a beaucoup de permissions. Ouais. Il y a un seul pisteur, mais il y a beaucoup de permissions. Après, c'est toujours intéressant de discuter de ces applications-là parce qu'il y a un seul pisteur. Après, c'est comme Facebook. Facebook, il y a 0 pisteur, mais voilà. Je vous laisse faire votre propre avis là-dessus. Donc, vous pouvez voir le détail de chaque pisteur. Les permissions, normalement, il y a une description qui est en français en plus de chaque permission. Tu peux descendre. Donc, bon, là, on a tombé sur celle qui en a 56, hein, donc tu peux scroller jusqu'au bout, il y a quelques trucs. Et en bas, il y a quelques détails techniques. En bas, on s'en fiche un peu. Un point intéressant, juste, j'y pense, par rapport au niveau de dangerosité des permissions. Donc, en fait, un point dont on n'a pas parlé, alors que c'est assez important, c'est le côté neutralité de l'association. Donc, on ne fait pas de jugement de valeur. Nous, notre objectif, c'est vraiment de donner de la transparence et qu'après, le grand public s'empare de ces sujets et se fasse son avis, en fait, en connaissance de cause. Donc, on ne va pas vous dire « ce pisteur, il est très mal » ou « ce pisteur, on s'en fiche, c'est pas trop grave ». On vous dit ce qu'il y a dedans, vous faites votre opinion. C'est pareil pour les permissions. C'est très compliqué, en fait, de savoir si une permission est légitime ou pas. Une permission sur une certaine application sera légitime, sur une autre, ne le sera pas du tout. Et en plus, une permission peut être légitime, mais utilisée à mauvais escient ou utilisée trop souvent, ce genre de choses. La seule information qu'on vous affiche, c'est le petit point d'exclamation rouge, qui est en fait le niveau de dangerosité défini par Google. Donc Google définit certaines permissions comme dangereuses ou spéciales. Je crois que concrètement, c'est la permission que vous avez besoin d'accepter en fait, quand elle est demandée la première fois. Donc là, vous pouvez voir cette information-là. Du coup, dans les nouvelles pages qu'on a créées, justement, suite à l'amélioration de l'UX de la plateforme, donc, on a créé donc un menu mieux comprendre qui permet, voilà, une fois qu'on a posé le diagnostic, d'essayer de mieux comprendre et de répondre aux questions principales qui nous avaient été remontées. Et du coup, on a fait 3 pages. Une page qui explique de façon plus précise ce que c'est un pisteur et qu'est-ce que ça fait. Une page qui est l'équivalent, mais autour des permissions. Et une page qui est sans doute celle dont on est assez fier, dont on est le plus fier, qui s'appelle « Et après » et qui donne des pistes, en fait, justement, en respectant pareil la neutralité de l'association, et qui donne des pistes étape par étape de ce qu'on peut faire après. Et du coup, forcément, la première étape, c'est en fait réfléchir à ses propres usages. C'est-à-dire que quand une application nous demande des informations très personnelles, est-ce que c'est pertinent de leur donner, etc. Ça, c'est à chacun de voir. Est-ce que c'est pertinent d'installer telle application? Ça, c'est pareil, c'est chacun qui sait. Il y a aussi le fait de privilégier des applis libres. Donc, F-Droid, qui est le store d'applis libres dont on parlait. Voilà. Il y a aussi la question d'utiliser le site mobile à la place de l'application, parce qu'en fait, en plus, sur le site mobile, du coup, on peut installer des extensions, si je ne m'abuse, comme sur n'importe quel navigateur. Donc voilà, et du coup, on a quelques préconisations. Il y a un outil qu'on aime bien qui s'appelle Blockada,
qu'on peut trouver du coup sur F-Droid, parce qu'il y a une version Blockada sur le Google Play Store, mais qui est une version light, et du coup qui a un bloqueur de pub et qui est assez efficace. Et puis après, on a des liens pour découvrir des alternatives, différents sites qu'on recensait, des alternatives justement d'applications. Et puis bien sûr, rester curieux et rester curieuse, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui bouge tout le temps. Voilà, une application qu'on pourra préconiser à un moment, en fait, à un autre moment, elle sera moins bien, moins respectueuse de la sécurité ou de la vie privée. Et en fait, on encourage voilà, tout autour de nous, il y a pas mal d'assauts, il y a des FAI associatifs un peu partout en France qui souvent font tout un travail justement autour de la neutralité du net, des outils libres, etc., qui sont des associations qui essayent aussi de créer des lieux de discussion autour de ça, quoi, et d'apprentissage collectif. Et puis voilà, puis différentes listes de diffusion ou outils de veille sur ces questions-là. Et enfin, pour utilisateurs ou utilisatrices avancés, il y a aussi il y a un système d'exploitation alternatif qui s'appelle LineageOS. Voilà. Ouais, on peut lancer une analyse pour vous montrer. Donc, du coup, si jamais vous cherchez à analyser une application, vous vous rendez compte qu'en fait, elle n'est pas analysée sur notre plateforme ou alors pas dans la dernière version. Du coup, il faut aller sur Nouvelle analyse et puis il faut coller le lien vers le Google Play de l'application. Voilà. Ou alors, ça fonctionne aussi avec l'identifiant. Voilà, donc on voit les différentes étapes. Voilà. Et du coup, après, on peut voir le rapport donc de la version qui est actuellement sur le Google Play Store. Voilà. Et donc là, du coup, quand on a le lien voir les autres versions, en fait, on a aussi toutes les analyses existantes sur les différentes versions. Voilà, donc du coup, merci de votre écoute. Il nous reste un quart d'heure pour des questions, si vous en avez. J'ai trouvé ça super intéressant, surtout pour certaines applications qu'on télécharge. On sait très bien qu'on va être... mais bon, moi, je me rappelle m'être fait avoir par l'application LinkedIn une fois. Ça a envoyé, j'ai pas fait exprès, ça a envoyé à tous mes contacts une demande sur LinkedIn. Donc après j'ai fait gaffe. Et puis, en fait, ce que je voudrais savoir, c'est les permissions. Quand tout à l'heure, vous avez dit, on ne sait pas si les permissions sont justifiées ou pas pour l'utilisation de l'application. Comment on sait ? Alors, en fait, c'est un peu compliqué de répondre à cette question-là. Après, c'est beaucoup à mettre en corrélation avec l'usage de l'application. Parce que, par exemple, on ne pourra pas analyser ça avec le même prisme si c'est, par exemple, une application lampe torche qui va avoir accès à nos contacts et si c'est une application de réseau social. Après, c'est vrai que c'est une question qui n'a pas forcément une réponse simple. Ouais, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Juste une note par rapport à, par exemple, l'application Météo France. Météo France, elle a besoin de ta localisation. Enfin, elle a besoin. Ça peut être pratique. Le problème, c'est que je crois qu'elle envoyait la localisation toutes les minutes, ça. Elle envoyait une régie publicitaire toutes les minutes. Donc, voilà, c'est un prisme de regarder les permissions. Après, il y a toujours ce qu'on en fait. Ouais, je pense que c'est un peu compliqué de se faire son opinion là-dessus. Mais après, il y a des choses qui sont vraiment très marquantes. Et l'application lampe torche. En général, les applications avec gratuites et avec plein de publicités dessus, c'est pas... Après, ça peut être intéressant de comparer plusieurs applications qui font la même chose, voir le nombre de permissions, voir les permissions. Oui, c'est comme ça que j'ai l'intention d'utiliser votre... Bonjour, j'ai une question. Est-ce que les pisteurs, quand ils sont mis volontairement par les développeurs lors de l'application, est-ce qu'ils sont rémunérés pour ça ? Je suis pas sûr qu'on puisse répondre à cette question, enfin qu'on ait l'information. Je pense que c'est plus une question de praticité. Donc tu vas avoir des développeurs, des développeuses qui vont avoir besoin d'un système pour se connecter. Soit ces personnes-là vont faire eux-mêmes le système de connexion, soit ils vont faire tiens, on met Facebook login, c'est plus simple, parce que comme ça, n'importe qui peut se connecter. Je pense que c'est plus ça. Après, est-ce qu'il y en a qui sont rémunérés ? C'est possible, hein, mais je pense que c'est surtout parce que ça fait un peu le café tout seul. T'as pas besoin de t'embêter à recoder un truc. Mais ça embarque d'autres côtés un peu moins cool. Ouais, c'est une question qu'on nous pose régulièrement, notamment les journalistes nous posent la question du modèle économique
Parce que par exemple, quand on avait fait l'analyse dynamique de Deliveroo Rider, forcément, le média il nous avait demandé mais du coup, après, qui paye qui commande à qui de pister en fait, du coup, les coursiers. Et en fait, nous, on n'a pas forcément moyen de savoir derrière, parce qu'en fait, il faudrait connaître les contrats commerciaux, etc. Et en fait, nous, c'est un peu là où s'arrête aussi voilà, notre périmètre d'action, quoi. Après, pour les trackers de pub, je pense que la réponse est oui. Mais du coup, quand un pisteur il est je sais pas ça. Du coup, quand un pisteur il est installé, il a toutes les permissions qu'il a de l'application ou il a accès à toutes les permissions de l'application? Je pense, ouais. Ah, d'accord. C'est pour ça que les deux sont intéressants. Parce que si tu as des pisteurs, mais tu n'as aucune permission, je pense que... Donc, ça veut dire... Après, je sais qu'il y avait une conférence très intéressante, un dernier passage en scène là-dessus de Shumi. Un téléphone peut faire plein de choses sans permission. Il y avait une petite démo de tout ce que le téléphone peut récupérer sans permission. Enfin, tout ce que l'application peut récupérer sans permission. Donc, voilà. Même s'il y a peu de permission ou pas de permission, je pense que c'est quand même dangereux. Ouais. D'ailleurs, moi, l'exemple qu'on m'a toujours donné, c'est que quelque chose que peut récupérer une application sans avoir besoin de demander l'autorisation, c'est la liste des applications installées sur le téléphone. Et en fait, la liste des applications installées sur votre téléphone, elle dit beaucoup de choses. Par exemple, si vous avez l'application d'un site de rencontre notoirement gay, on peut deviner votre orientation sexuelle. Pareil, il y a des applications liées à des religions, à des opinions politiques, etc., quoi, au fait d'avoir des enfants. Et du coup, rien que ça, en fait, ça ne demande pas de permission et pourtant, c'est assez intrusif. Dernière question. Du coup, par exemple, sur WhatsApp, il y a Google Analytics. Ils ont accès à... Alors que c'est une application de Facebook, ils ont les deux accès à toutes les permissions qu'on leur donne. Google et Facebook. Potentiellement, oui. Ok, merci. Plus personne ne veut lancer maintenant. Non, moi je voulais juste savoir si vous pouviez nous dire 2 mots de plus sur le What's Next. C'est-à-dire, une fois qu'on sait qu'on a des trackers, qu'est-ce qu'on fait? Parce que je prends mon exemple à moi, en fait, hier, j'ai enfin désinstallé mon appli La Banque Postale parce que je suis passé chez Boursorama. Donc j'ai vu que c'était le plus faible et le plus gros. Donc je fais quoi, par exemple? Ouais. Vous allez à l'atelier après ou pas? Oui. Ouais, je pense qu'on pourra pas mal en discuter à ce moment-là, parce que justement, on va pouvoir faire des tests à partir des téléphones et justement voir ce qui fuite. Et puis après, ouais, c'est un peu... ouais. Mais juste de façon générique, est-ce qu'il y a je sais pas, des go-to vraiment à faire qui... Ouais, je t'encourage à tout simplement regarder la page qu'on a faite. Il y a plusieurs catégories, un peu de détails sur chacune. Par exemple, ce qu'on va pas faire, c'est qu'on va pas recommander les applications à utiliser. Par contre, on a des sites vers lesquels on envoie qui font ce travail-là, qui vont dire, bah tiens, une alternative pour les mails, c'est ça, une alternative pour de la messagerie, c'est ça, etc. Mais il y a plein de catégories, donc ça peut être un bon début. Mais c'est un travail à faire, de réflexion à chaque fois que tu utilises, tu installes une application, de réfléchir à ton besoin, est-ce qu'il y a autre chose. Après, pour le cas des banques, je pense qu'il y a la législation qui arrive et qui est un peu obligée à avoir une application bancaire sur ton téléphone. Là, tu n'auras plus trop le choix de l'installer ou pas, quoi. Donc il y a d'autres problématiques. Mais tant que tu as le choix de ne pas l'installer, si tu peux tout faire sur ton site. Bonjour, j'ai vu que vous affichez beaucoup plus d'autorisations que quand on regarde dans le téléphone, dans la liste, il y a beaucoup plus de nombres sur votre site que quand on regarde dans les réglages de l'application. Je pense que ça peut dépendre de la version. Tu as des applications qui vont dépendre de ton téléphone ou dépendre de ta version d'Android. Donc ça peut un peu différer. Nous, on télécharge depuis le Play Store, donc après, ça va dépendre. Tu as les permissions qui sont utilisables aussi que sur certains types de téléphones. Tu as les permissions qui vont commencer par, je sais pas, Huawei, quelque chose. Si tu n'as pas un Huawei, je pense qu'ils ne te les montreront pas sur ton téléphone. Donc ça peut expliquer cette différence. Bonjour. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut utiliser les applications sans ramener les trackers avec une sorte de block tracker? Alors, sans ramener les trackers, c'est compliqué. Par contre, effectivement, l'application dont Metal vous parlait, Blockada, ça permet de bloquer. En fait, ça bloque l'appel qui est fait à une certaine liste de noms de domaine. Donc, si tu vois qu'il y a un appel qui est fait vers grave.facebook.com, Blockada va le bloquer. Donc, ça, c'est une des pistes. Après, il faut tester vraiment est-ce que ça bloque tout, etc. Ça, on ne peut pas certifier. Mais c'est un bon premier moyen de bloquer ça. Ouais. Mais on peut faire.
On peut faire fonctionner les applications sans les trackers ou bien c'est une condition pour que les applications fonctionnent? Sur Blockada, tu as une liste blanche, c'est-à-dire que si ton application elle est bloquée, elle marche plus du tout, tu peux dire en fait bloque pas pour cette application-là, mais normalement, enfin moi j'ai Blockada, j'ai jamais eu de problème, j'ai jamais eu d'application qui marche plus parce que je bloque les pisteurs. Non. Mais c'est comme, je pense que c'est assez équivalent à bloquer, tu vois, si tu as un bloqueur de pub, si tu as uBlock Origin sur ton navigateur qui bloque les pubs et les pisteurs, parfois tu as des sites qui marchent moins bien ou qui vont avoir des trucs qui sont un peu cassés, mais dans l'ensemble, je pense que ça marche plutôt bien. Moi, j'ai jamais eu de problème. Ok, merci. Bonjour. J'aimerais savoir, j'aimerais mieux comprendre dans quel contexte vous choisissez si vous allez faire une analyse dynamique d'une application, par exemple Deliveroo ou Baby Plus. Qu'est-ce qui va vous motiver à faire ces analyses? Alors, déjà, il y aura une première motivation qui sera potentiellement liée à une demande. Par exemple, pour Deliveroo Rider, c'était clairement une demande de journaliste. Et puis après, ça dépend un petit peu de nous. Moi, je sais que j'en fais un petit peu. Alors déjà, je regarde dans les applications les plus... Parce qu'on peut classer les applications par nombre de pisteurs. Donc déjà, en fait, on peut regarder dans les applications qui sont vraiment bourrées de pisteurs. Et puis, moi, par exemple, donc je parle en mon nom propre, en fait, j'aime bien analyser plutôt des applications, alors soit qui sont très utilisées, soit qui potentiellement peuvent être utilisées pour des choses sensibles. Par exemple, des applications de suivi de glycémie, de suivi de règles aussi, où on peut mettre des choses vraiment hyper personnelles liées à la santé, ou des choses par exemple liées aux enfants, ou des trucs comme ça. Et puis aussi, on avait analysé Météo France, je pense aussi parce que Météo France, c'est un organisme public, quoi. Et du coup, autant on peut se dire, bon, d'accord, une entreprise privée qui poursuit le profit, etc. On peut se dire que, bon, d'accord, on comprend pourquoi elle met des pisteurs, mais du coup, un organisme public, ça fait un peu mal de se dire que nos impôts servent potentiellement à se faire pister derrière, quoi. Mais après, du coup, sur les analyses dynamiques, le problème, c'est qu'en fait, ça nous prend beaucoup de temps. Pour faire une analyse dynamique, c'est plusieurs heures de travail. Et puis, en plus, c'est... Du coup, si on veut publier derrière, il faut qu'on la reproduise sur plusieurs téléphones différents, voilà, pour vérifier que c'est quelque chose d'assez reproductible, quoi. Oui, donc à propos des applications, comme tu dis, pour le suivi des règles ou des trucs comme ça, il y en a une que j'utilise et j'ai remarqué que je pouvais télécharger les données. Et après, quand ils avaient une sorte de, comment dire, d'extension qui n'existait pas, mais en fait, c'était un fichier JSON. Voilà. Donc c'est super à lire à l'œil nu, on peut lire toutes les informations, quoi. Ouais. Il y a une conférence assez intéressante de Privacy International, c'est une association qui bosse sur un peu les mêmes sujets que nous. Ils ont fait une conférence cette année ils ont fait une analyse en fait sur pas mal d'applications. Je crois que c'est des applications de suivi de règles justement. Où là ils ont fait des analyses dynamiques de chacune. Et l'an dernier, ils avaient fait la même chose sur je sais plus si c'était le top X, mais en gros sur les applications très utilisées. Mais c'est un travail d'un an pour avoir 6, 7, 8, 10 applications. Mais sur leur site, tu peux aller voir ces applications-là et là tu as un rapport vraiment détaillé. Mais je crois que cette année c'était sur les applications de suivi de règles. Ça c'est intéressant leur conf. Un autre truc, là, très récemment, j'ai vu sur Twitter une médecin qui s'installait et qui avait voulu utiliser Doctissimo. Et apparemment, il y a beaucoup de problèmes avec, au niveau privacy. Doctolib, non? Doctolib, ouais. Doctolib. Pardon, Doctolib, ouais. En plus, c'était à ça que je pensais. Mais ouais, on semblerait qu'il faudrait s'intéresser à ce que fait cette entreprise, parce que je crois qu'elle a maintenant le blanc-seing du gouvernement pour tout ce qui est santé, et ça commence à poser problème. Ouais. Je sais pas s'il y a une application Android. Je sais pas, faudrait regarder. Mais oui, mais en fait, on voit bien, justement, quand on fait des démarches de sensibilisation du grand public, on voit bien que chaque personne, en fait, a une vision différente de ce qu'est une donnée sensible, de ce qu'est une donnée personnelle, qui est plus ou moins grave à collecter, en fait. Mais on voit bien que dès lors que ça touche la santé, les gens sont... c'est vraiment hyper sensible. Et c'est vrai que sur les questions de Doctolib, ce serait assez intéressant de regarder de plus près. Et sinon, sur les applications de suivi de règles, je crois que c'est le Wall Street Journal qui avait fait un article de fond, justement, à partir des analyses, sans doute de Privacy International, si je ne me trompe pas.
Non, ah oui, c'était là, ouais. Justement, des analyses d'applications de suivi de règles, en fait, qui montraient bien que voilà, il y avait des données éminemment sensibles qui étaient collectées par le biais de ces applications. Alors, merci d'être venu à cette conférence. C'est l'association 42L qui a organisé. Si vous voulez suivre nos activités, n'hésitez pas à regarder notre site web 42L.fr et nous posterons très certainement les slides de la conférence d'Exodus Privacy dès que possible et la conférence si elle a été filmée, il me semble. Et donc, voilà, n'hésitez pas à suivre notre site. N'hésitez pas non plus à faire des feedbacks sur l'intra de 42 que nous transmettrons à Exodus Privacy. Voilà, merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Du coup, si vous voulez, comme on a dit, il y a des stickers et des flyers, n'hésitez pas à vous servir. On a mis une petite boîte à dons aussi, si vous avez envie et la possibilité. Et puis, sinon, pour les personnes qui font l'atelier, on se retrouve tout à l'heure. Et puis sinon, merci pour votre écoute.